Bonjour, ceci est la leçon 25 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous continuons le chapitre 7 de ce cours qui porte sur la persistance du conflit israélo-palestinien après la fin presque complète du conflit interétatique entre Israël et les États arabes. Nous parlions, en terminant la leçon précédente, de la tentative de négociation qui a eu lieu à Camp David aux États-Unis à l'été 2000. Et nous avons vu les raisons pour lesquelles cette négociation n'avait aucune chance d'aboutir. Clinton, le président des États-Unis, après l'élection du mois de novembre, qui a vu la victoire, auquel il n'était pas candidat, mais qui a vu la victoire d'un républicain, donc d'un adversaire politique, Bush, Clinton va faire une tentative désespérée qui avait encore moins de chances d'aboutir en décembre, janvier 2001 pour sauver la négociation. À cette négociation, les positions des négociateurs israéliens et des négociateurs palestiniens semblent se rapprocher beaucoup par rapport aux positions de l'été 2000. Je crois que ça ne signifie pas grand-chose parce que Clinton, qui ne sera plus président à la fin du mois de janvier, ne pourra évidemment rien garantir dans l'application d'un accord. Et le Premier ministre israélien qui participe à cette négociation, Barak, a démissionné au cours de l'automne 2000 pour provoquer une nouvelle élection pour le poste de Premier ministre. Et il est très improbable qu'il sera réélu. Donc je crois que les négociateurs étaient d'autant plus prêts à être conciliants les uns avec les autres qu'ils savaient que ce sur quoi ils semblaient proches de se mettre d'accord n'avait aucune chance de s'appliquer vraiment. Donc Clinton est remplacé par Bush qui, au début de son mandat, explique que les États-Unis s'engagent beaucoup trop dans les problèmes du Moyen-Orient et qu'ils devraient s'en occuper beaucoup moins. Nous savons qu'à partir du mois de septembre 2001 et des attentats du 11 septembre, Bush, au contraire, va devenir un président très actif en politique étrangère, engagé dans ce qu'il appelle la guerre au terrorisme, qui rapproche beaucoup les positions du gouvernement américain de celles du gouvernement israélien. Et en fait, la coopération entre les deux gouvernements va être très étroite à ce moment-là, je dirais encore plus étroite que d'habitude. Quant au Premier ministre israélien, Barak, donc une élection a lieu le 6 février 2001. C'est une élection seulement pour le poste de Premier ministre. C'est la dernière fois que ça va se faire, d'ailleurs. Il y a eu 3 élections au suffrage de l'ensemble de la population pour élire le Premier ministre en 1996, en 1999, et là l'élection du Premier ministre avait lieu en même temps que l'élection de l'Assemblée. Cette fois, en 2001, c'est seulement une élection pour le poste de Premier ministre. L'adversaire de Barak, c'est Ariel Sharon. Nous avons déjà parlé de cet homme, c'est lui qui était ministre de la Défense en 1982, au moment de l'invasion du Liban, et qui est probablement le principal concepteur de la politique israélienne envers le Liban en 1982. En 1999, après la défaite de Netanyahou dans l'élection de 1999, Sharon devient le chef du Likoud. Et c'est donc en tant que chef du Likoud qu'il est l'adversaire de Barak dans cette élection
pour le poste de Premier ministre en février 2001, et Sharon obtient 62% des votes et Barak 38%. C'est une défaite. Barak, je vous l'ai dit, avait eu une victoire assez nette contre Netanyahou en 1999. Il subit une défaite écrasante face à Sharon en 2001. Et en janvier, lorsque les négociateurs israéliens négocient entre eux, on sait déjà que les chances de Barak de gagner cette élection sont extrêmement faibles. Donc, après cette tentative désespérée de Clinton d'essayer de sauver une négociation israélo-palestinienne, la situation va être ensuite totalement bloquée, et je crois qu'elle l'a été jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont continuer à parler du processus de paix qui n'existe plus. Il va y avoir une feuille de route proposée par le président Bush au début des années 2000, feuille de route qui ne va jamais donner rien du tout. Il y aura un plan de paix proposé par le président Trump au début de l'année 2020. J'en reparlerai dans une seconde. Pas toute une série de pseudo-déclarations diplomatiques qui n'ont en fait aucune chance d'aboutir. Pas au plan diplomatique, le conflit israélo-palestinien, il est complètement bloqué, il est complètement sans issue depuis l'été 2000. Alors, je crois que la tentative de négociation de décembre-janvier 2000-2001 n'avait aucune chance, probablement celle de l'été 2000 non plus, mais c'était pas évident quand elle est commencée. Pas quand on connaît le déroulement et ce qui a été proposé aux Palestiniens à l'été 2000, cet échec, il était fatal. Il était fatal aussi. Donc la réalité du conflit israélo-palestinien à partir de 2000, c'est très peu de la diplomatie, c'est la dégradation de la situation sur le terrain. Et cette dégradation, elle commence dès septembre 2000. Le 20 septembre 2000, Sharon, donc le chef du Likoud, qui n'est pas encore devenu Premier ministre, il va le devenir en février 2001, Sharon annonce qu'il se rend en visite sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem pour bien démontrer que les Juifs ont le droit d'accéder à l'esplanade des mosquées. Des manifestations de protestation ont lieu dans la population arabe de Jérusalem contre cette manifestation, provocation si on veut, de Sharon, et l'armée tire sur les manifestants et il y a des morts, il y a des manifestations qui continuent ensuite, entre le 29 septembre et le 2 novembre. Pourquoi le 2 novembre? Parce que le 2 novembre aura lieu le premier attentat suicide de Palestiniens en Israël. Mais entre le 29 septembre et le 2 novembre, il y a déjà eu 126 morts palestiniens et 19 morts israéliens juifs. Parce que parmi les Palestiniens, il y a des gens qui sont citoyens israéliens. Nous allons le voir. Nous allons le voir tout de suite. Alors, ce qu'on a appelé la deuxième intifada, qui va durer pendant 7 ans, à partir de septembre 2000, cette deuxième intifada est nettement plus brutale, nettement plus violente que la première, qui était entre 1987 et 1993. La première intifada, donc en 6 ans, a fait 1162 morts palestiniens et 160 israéliens, 59 militaires et 101 civils, dans le cas de la première intifada. La seconde intifada, donc de septembre 2000 à la fin d'avril 2008, 7 ans et demi,
fait 4745 morts palestiniens, donc environ 4 fois plus que la première intifada, en un peu plus longtemps, mais pas 2 fois plus longtemps. Et 1053 morts israéliens. Le nombre de morts israéliens augmente plus en proportion que le nombre de morts palestiniens, dont 334 militaires. Alors l'explication de cela, c'est que cette fois les Palestiniens ont des armes. La deuxième intifada, beaucoup de manifestants ne sont pas armés, mais certains d'entre eux ont des armes, parce que, après les accords d'Oslo, il y a eu une police palestinienne qui a été créée, qui a des armes, et une partie de ces armes vont se retrouver entre les mains des manifestants palestiniens, soit parce que ce sont des policiers palestiniens qui manifestent, soit parce que ce sont des policiers palestiniens qui ont donné ou se sont fait voler leurs armes par des manifestants. D'où l'augmentation du nombre de morts parmi les Israéliens, que l'augmentation, il y a aussi une augmentation importante des morts parmi les Palestiniens. Il y a peut-être une autre explication. Moi, j'ai pensé ça dès le début de la répression à l'automne 1900, à l'automne 2000. On a eu l'impression que l'armée israélienne, dès le début, réprimait beaucoup plus brutalement les manifestations de Palestiniens qu'elle l'avait fait en 1987. En 1987, l'armée va hésiter à tirer beaucoup, va tirer avec des balles en caoutchouc et non pas avec des vraies balles. Il va y avoir un souci de ne pas faire trop de morts, de ne pas agir comme à la guerre. Alors qu'en 2000, la répression israélienne est tout de suite plus violente, probablement avec l'idée qu'une répression plus brutale arriverait à étouffer le mouvement de révolte beaucoup plus vite. Ça ne va pas marcher, ça va seulement contribuer à la durée et au nombre de victimes de part et d'autre de cette révolte. La volonté de l'armée israélienne, ou de certains des dirigeants de cette armée, d'essayer d'étouffer la révolte palestinienne en la réprimant tout de suite de façon plus brutale, se manifeste probablement par la répression des Arabes israéliens. En octobre 2000, il y a une manifestation de Palestiniens, donc citoyens israéliens, à Nazareth. Je vous l'ai déjà dit, c'est la principale ville arabe en Israël même. Et la répression de cette manifestation fait 14 morts. Donc très clairement, l'armée israélienne traite des citoyens israéliens, dès lors qu'ils sont arabes, comme elle traite les Palestiniens des territoires occupés. Et elle ne traite pas du tout une manifestation d'Arabes comme sont traitées les manifestations de Juifs. Il y a parfois des manifestations de Juifs, parfois des policiers avec des matraques ou des gaz lacrymogènes qui vont réprimer des manifestations en Israël comme dans tous les autres pays civilisés sur la planète. Une manifestation de citoyens qui fait 14 morts par la répression, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc la volonté de mettre fin à ce mouvement de révolte me semble une part de l'explication du fait, pour comprendre pourquoi la deuxième intifada a été plus brutale que la première, ou a fait plus de victimes que la première. Dans le cadre de la répression de l'intifada, l'armée israélienne va réoccuper une bonne partie des territoires qui, d'après les accords d'Oslo, étaient placés entièrement sous contrôle palestinien. Je vous ai expliqué ça dans la leçon précédente. Les accords d'Oslo prévoyaient
trois catégories de territoires en Cisjordanie. Les territoires où l'administration civile et la sécurité dépendent des Israéliens, les territoires où l'administration civile dépend des Palestiniens et la sécurité dépend de l'armée israélienne, et les territoires où il y a une police palestinienne, et où donc il n'y a plus de soldats israéliens en principe, et où l'administration civile et le contrôle de la sécurité dépend des autorités palestiniennes et de leur police. Une partie de ces territoires-là, essentiellement le centre des grandes villes, sont réoccupés par l'armée israélienne. C'est le cas à Jénine, c'est le cas à Ramallah, qui était le siège de l'administration de l'autorité palestinienne, où les locaux de l'autorité palestinienne sont attaqués par l'armée israélienne qui fait des destructions importantes. Cette aggravation de la violence entre Israéliens et Palestiniens s'accompagne de deux autres phénomènes, ou trois, très inquiétants. L'un, c'est la pratique des attentats suicides par certains Palestiniens. La deuxième, c'est le discours annexionniste. Le discours annexionniste, le discours annexionniste, il existe depuis très longtemps. Le thème du transfert est apparu à la fin des années 1980. L'idée, dans les déclarations de certains hommes politiques, y compris certains ministres dans des gouvernements du Likoud, l'idée que la seule solution au conflit, c'est que les Arabes s'en aillent et qu'il faut faire une politique pour les encourager à s'en aller. Ce discours va s'amplifier dans le contexte de la deuxième intifada après 2000. L'autre chose qui est remarquable, c'est évidemment l'augmentation du nombre des civils israéliens qui sont dans les implantations en Cisjordanie. Ils étaient 100 000 en 1993 au moment des accords d'Oslo. Ils sont 200 000 en 2000 au moment de la dernière négociation désespérée pour essayer de régler le conflit à l'initiative de Clinton. En 2020, ils sont 440 000, donc ça double entre les accords d'Oslo et la négociation de Camp David, ça double de nouveau, plus que doublé, entre le début des années 2000 et aujourd'hui. Ça n'inclut pas les Juifs israéliens installés dans la partie de Jérusalem qui était en Jordanie avant 1967, qui a été annexée à Israël. Il semble qu'ils sont 230 000, ce qui fait que le nombre de colons israéliens en 2020, vous pouvez trouver le chiffre de 670 000 ou le chiffre de 440 000, selon qu'on inclut ou pas ceux qui sont installés à Jérusalem. En janvier 2003, des élections régulières vont avoir lieu en Israël. La règle de l'élection directe du Premier ministre par la population a été abolie. On revient au système parlementaire normal, pas qu'on élit une assemblée et devient Premier ministre l'homme qui est capable d'avoir une majorité dans cette assemblée. Le Likoud gagne 19 sièges par rapport au résultat de 1999, donc il atteint 38 sièges, il devient le parti le plus nombreux dans le Parlement, et bien sûr Sharon reste premier ministre. C'est pendant que Sharon est Premier ministre qu'est prise une décision importante, c'est la construction d'un mur de séparation entre les territoires palestiniens et Israël proprement dit. C'était une demande de beaucoup d'Israéliens pour éviter les attentats, notamment les attentats suicides en Israël. Il n'y a rien de plus difficile que de trouver des méthodes policières pour se protéger contre des attentats suicides. La répression de la criminalité repose sur le risque que le criminel soit capturé
et puni. Dans le cas d'un attentat suicide, on ne peut pas faire ça. Se défendre contre les attentats suicides, c'est très difficile. Et un des moyens d'éviter les attentats suicides, c'était de diminuer beaucoup la possibilité pour des Palestiniens non citoyens israéliens de venir en Israël proprement dit. Et certaines des personnes qui demandaient la construction d'une barrière sérieuse le long de l'ancienne ligne d'armistice d'avant 1967, beaucoup d'entre eux étaient des gens qui étaient favorables à la paix et qui pensaient que pour faire la paix, il fallait avoir une bonne séparation. La construction du mur en elle-même n'est pas quelque chose qui était forcément un obstacle à la paix. Ce qui va être un obstacle supplémentaire à la paix, c'est la façon dont le mur est construit. Le mur commence à être construit dans le nord d'Israël et là il suit presque exactement la ligne d'armistice d'avant 1967. Et plus le mur s'étend vers le sud, plus il empiète à l'intérieur des territoires palestiniens pour protéger les implantations civiles israéliennes qui sont dans les territoires occupés. Donc le tracé du mur devient de plus en plus envahissant en Cisjordanie et a pour conséquence pour beaucoup de Palestiniens de leur compliquer la vie de façon épouvantable parce que vous avez des agriculteurs qui se retrouvent séparés par un mur des champs qu'ils avaient l'habitude de cultiver et qui doivent faire des détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour y aller, ce qui est très mal commode pour une exploitation agricole, ou des gens qui travaillaient à un endroit qui n'était pas exactement à côté de l'endroit où ils habitaient, et là aussi qui sont séparés de leur lieu de travail. L'autorité palestinienne va s'adresser à la Cour de justice internationale à La Haye. La Cour de justice, elle n'est pas compétente pour régler un problème comme celui-là. Elle ne peut régler que les problèmes qui lui sont soumis par les deux parties. Il faut que les deux soient... Il aurait fallu qu'Israël et les Palestiniens soient d'accord pour aller à La Haye. Bon, les Israéliens ne sont pas d'accord du tout, mais la Cour de justice de La Haye, la Cour de justice internationale, peut donner un avis, pas qui n'est pas une décision. Et la Cour de justice va rendre un avis très raisonnable, qui consiste à dire que construire un mur est acceptable, que les Israéliens ont tout à fait le droit, pour des raisons de sécurité, de construire un mur pour protéger leur population contre des attentats, mais que ce mur ne doit pas empiéter sur un territoire qui n'est pas sous souveraineté israélienne, puisque tout ça, c'est toujours en droit international, toute la Cisjordanie, ça reste des territoires occupés. Et donc, la Cour de justice, autorise le mur et condamne le tracé du mur, pas le parcours du mur à chaque fois qu'il pénètre à l'intérieur de territoires qui n'étaient pas du territoire israélien avant 1967. Quand la Cour internationale rend cet avis, à ma grande honte, le gouvernement canadien, qui était dirigé à ce moment-là par un premier ministre libéral, mais s'appelant Paul Martin, il n'est pas resté pendant très longtemps comme premier ministre du Canada, mais il l'a été un tout petit peu, et il est intéressant pour nous, Canadiens, de savoir que la politique canadienne, qui a toujours été favorable à Israël, mais qui s'est efforcée souvent d'essayer d'avoir une position qui soit un peu impartiale dans le cas des conflits entre Israël et les Palestiniens. Et qu'il y a un virage qui se fait aux alentours de 2005, que ce virage de la politique canadienne qui devient beaucoup plus aligné purement et simplement sur les positions du gouvernement israélien pour ce qui concerne le conflit israélo-palestinien. On va observer ça ensuite avec un premier ministre conservateur, Stephen Harper, mais c'était commencé avec ce premier ministre libéral, Paul
Paul Martin. Et le gouvernement de Paul Martin déclare que cette question ne concerne pas la Cour de justice et devrait être réglée par la négociation. J'ai trouvé ça désolant. J'ai trouvé ça désolant parce que pendant longtemps, on a accusé les Palestiniens de vouloir tout régler par la force et par la violence et par le terrorisme. Là, tout d'un coup, on a des dirigeants palestiniens qui s'adressent, qui essaient de faire quelque chose qui ressemble à de la diplomatie ou un traitement juridique de leur conflit. Et on a le Canada qui a toujours plaidé en faveur du droit international, de la diplomatie, du règlement pacifique des conflits. Le gouvernement canadien qui déclare, face à cette démarche des Palestiniens et à cette décision, cet avis raisonnable, justifié de la Cour de justice internationale, que ça ne regarde pas la Cour de justice internationale et que les Palestiniens et les Israéliens doivent régler tous leurs problèmes par la négociation. Le problème d'une négociation israélo-palestinienne, c'est que les Israéliens sont tellement forts par rapport aux Palestiniens et les Palestiniens tellement faibles. En s'adressant à la Cour de justice de La Haye, ils cherchaient à renforcer un peu leur position. Et la position du gouvernement canadien à ce moment-là est de leur dire « Non, vous n'avez pas le droit de demander comme ça une aide extérieure, même purement symbolique. Vous devez vous débrouiller. » Le petit doit régler tous ses problèmes en négociant avec le grand, qui est tellement plus fort. J'ai trouvé que de la part du gouvernement canadien, c'était vraiment choquant et que par rapport aux tradition diplomatique du Canada sur la scène internationale, c'était tout à fait incohérent de faire ce genre de déclaration en 2005. Un changement est intervenu dans la situation des Palestiniens en 2004 avec la mort d'Arafat, qui était devenu une sorte de grand chef historique de l'OLP d'abord, de l'autorité palestinienne ensuite. Son successeur sera Mahmoud Abbas, qui apparaît lorsqu'il entre en fonction comme quelqu'un d'un peu plus acceptable comme négociateur pour les Israéliens et les Américains. En réalité, Mahmoud Abbas n'arrivera, je crois, jamais à rien et n'a jamais eu aucune chance d'arriver à rien en termes de négociation. Sharon, après avoir pris la décision de construire le mur dont je vous parlais à l'instant, va prendre une autre bonne décision. La construction du mur aurait pu être une bonne décision, elle cesse de l'être à partir du moment où le mur empiète de façon très importante en Cisjordanie. Une autre bonne décision sera prise, c'est l'évacuation des civils israéliens de Gaza. Gaza, ça fait 365 km², c'est-à-dire c'est un peu plus de 70% de l'île de Montréal, pas en superficie, c'est vraiment pas grand. Il y a quelques milliers de colons au milieu de ce qui est déjà plus d'1 million de Palestiniens sur ce territoire tout petit, quelques milliers de colons qui coupent le territoire de Gaza en deux, qui ont besoin d'une surveillance militaire, qui pose un problème pour la circulation des Palestiniens entre les deux parties de la bande de Gaza. Les colons de Gaza, les colons civils de Gaza sont retirés, ce qui est mieux pour eux, mieux pour la population de la bande de Gaza. Il n'y aura presque pas de résistance des colons, ce qui est presque un bon signe pour l'avenir si un gouvernement israélien voulait en faire plus ailleurs. Il y a eu 2 ou 3 toutes petites colonies dans le nord de la Cisjordanie qui ont été évacuées en même temps. Des colonies qui étaient tellement petites et tellement isolées, c'était très difficile à protéger. Pour la population de Gaza, ça va faire un peu de progrès, mais pas beaucoup, parce que la population de Gaza reste enfermée, contrôlée avec ses frontières maritimes, ses frontières terrestres qui sont complètement bloquées par les Israéliens.
on a souvent fait croire, n'est-ce pas, que l'occupation israélienne de Gaza était terminée. Bon, ce qui a été retiré de Gaza, ce sont les civils. Et Gaza n'est peut-être plus du territoire occupé, mais ça reste du territoire assiégé, hein, dans lequel toutes les décisions importantes concernant la sécurité sont prises par les Israéliens. L'évacuation de Gaza va entraîner une protestation importante contre le Premier ministre Sharon à l'intérieur de son propre parti, le Likoud. Et Sharon va se fâcher contre ses anciens alliés et va créer un nouveau parti. Donc, une partie des députés du Likoud vont rejoindre ce nouveau parti qui va s'appeler Kadima, et des députés d'autres partis vont le rejoindre aussi. Et Sharon se retrouve Premier ministre à la tête du parti Kadima, avec ce qui restait du Likoud qui se retrouve dans l'opposition. On a l'impression à ce moment-là qu'il y a un changement important qui est en train de se faire dans la politique israélienne. Quelques semaines après avoir pris cette décision importante, Sharon tombe dans le coma. Donc on est à la fin de 2005. Il est resté quasiment dans le coma et complètement incapable d'être actif. Et il mourra en 2014. Donc c'est un autre homme politique, Olmert, qui devient le chef de Kadima. Et en 2006, il va y avoir deux élections. Une élection palestinienne d'abord, une élection israélienne ensuite. Je ne vous explique pas le système électoral palestinien, il est très compliqué, il est beaucoup plus compliqué que le système électoral israélien. Le système électoral israélien, il n'est pas tellement bon, mais il est très simple à comprendre. C'est une représentation proportionnelle, pure, sans circonscription électorale. Le système palestinien, c'est un système mixte assez compliqué. Dans cette élection, il y a deux partis principaux, le Fatah, le parti de Yasser Arafat et de Mahmoud Abbas, le parti au pouvoir jusque-là dans l'autorité palestinienne, et le Hamas, un parti islamiste qui s'est constitué progressivement à la fin des années 1980, au début des années 1990, et qui est devenu le principal rival du Fatah. Dans l'élection de 2006, le Fatah obtient 42% des votes et le Hamas 45% des votes. Le Hamas arrive en tête. Le Hamas a un peu plus de députés que le Fatah. Beaucoup de gens ont réagi à ça en disant c'est épouvantable, voilà un parti qui dénonce les accords d'Oslo, qui continue à affirmer que ce qu'il faut c'est détruire l'État d'Israël et qu'il ne peut pas y avoir de règlement négocié de ce conflit. Je trouve que la victoire du Hamas à cette élection, elle était déplorable sans doute, elle n'a rien amélioré, mais elle était normale, prévisible, compréhensible. Le Fatah, depuis 1993, s'est engagé dans un processus de négociation avec les Israéliens. Ce processus de négociation, dont on a cru en 1993-94 que ça pouvait déboucher sur la création d'un État palestinien. En fait, ça n'a donné rien du tout. Ça a donné le morcellement du territoire, les difficultés de circulation à l'intérieur du territoire palestinien, le déclin économique des territoires palestiniens à cause de ces difficultés de circulation prévues pour la période de transition des accords d'Oslo, déjà beaucoup trop longue et qui se prolonge depuis. Elle devait durer 5 ans et demi. Elle dure depuis le début de l'application des accords d'Oslo, en 93-94. On est maintenant en 2006. Ça continue à avoir cette conséquence. Depuis 2000, ça a en plus la conséquence de l'intifada et la répression de l'intifada. Donc l'argument du Hamas qui consiste à dire
aux dirigeants du Fatah, vous vous êtes trompés. Cette négociation était un échec. On avait raison de la dénoncer dès le départ. Alors, je ne crois pas du tout que le Hamas soit plus capable que le Fatah de résoudre le problème des Palestiniens. Mais je considère comme normal que l'échec tellement retentissant de la stratégie de négociation du Fatah entraîne la victoire électorale du parti qui dénonce cette négociation depuis 1993. Les dirigeants palestiniens vont d'abord avoir une réaction assez raisonnable face à cette victoire du Fatah. Ils vont faire un gouvernement de coalition entre le Fatah et le Hamas, dirigé par un dirigeant du Hamas, avec M. Mahmoud Abbas, donc il y a un dirigeant du Hamas qui devient Premier ministre, et M. Mahmoud Abbas du Fatah qui reste président. Alors les Israéliens vont réagir en coupant le financement de l'organisation palestinienne, essentiellement le transfert des impôts. C'est Israël qui continue à administrer le prélèvement des impôts et qui en reverse une partie aux Palestiniens. Un certain nombre de pays occidentaux vont couper l'aide à l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne reçoit une aide financière assez importante de différents pays. Le Canada, maintenant dirigé par M. Harper, le chef du Parti conservateur, annonce avant tout le monde que le Canada coupe toute source de financement à l'autorité palestinienne tant que le Hamas fait partie du gouvernement de l'autorité palestinienne. Pas que ce parti qui a gagné cette élection dans les territoires palestiniens, on refuse de maintenir des relations avec ce gouvernement à cause de la présence au pouvoir de ce parti qui a une position sur le conflit que le gouvernement du Canada considère comme inacceptable. On aimerait bien que le gouvernement du Canada applique la même logique au gouvernement israélien. Il y a dans le gouvernement israélien des partis qui ont des positions qui sont elles aussi complètement inacceptables du point de vue du système de valeurs du gouvernement canadien. Mais ça, on fait toujours attention à ne pas le voir. Israël est une démocratie, donc on respecte la démocratie israélienne. L'autorité palestinienne devient une démocratie en 2006 et donc on n'accepte pas le résultat de cette élection démocratique. Des élections ont lieu en Israël peu de temps après. Le parti Kadima, dirigé par Olmert, gagne suffisamment de sièges pour pour que M. Olmert soit le Premier ministre après l'élection, dans une coalition auquel participe le parti travailliste. C'est à ce moment-là, en 2006, juste après cette élection, que va avoir lieu l'attaque israélienne contre le Liban de 2006. Et je vous ai déjà parlé à ce moment-là du Premier ministre Olmert et du ministre de la Défense travailliste Peretz, lorsque j'ai parlé des problèmes du Liban. Aux élections israéliennes suivantes, en 2009, le parti Kadima va dégénérer, ce parti créé par Sharon après l'évacuation des civils de Gaza. Le Likoud, le parti traditionnellement le plus nationaliste, le grand parti le plus nationaliste dans la politique israélienne, redevient le parti le plus nombreux dans le Parlement. Et M. Netanyahou, l'homme qui a été Premier ministre de 1996 à 1999, Netanyahou, qui était redevenu le chef du Likoud, redevient Premier ministre. Il l'a déjà été de 1996 à 1999 et il le restera jusqu'en de 2009
à 2021. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre au cours de cette année. Je vais en parler un tout petit peu plus tard. En septembre 2011, le gouvernement de l'autorité palestinienne qui, en 2005, avait proclamé unilatéralement l'existence d'un État palestinien. Ça ne changeait rien à la situation sur le terrain, c'était juste une déclaration de principe. En septembre 2011, donc, cet État palestinien virtuel demande son admission à l'ONU. Cette admission est évidemment refusée par le Conseil de sécurité. Pour qu'un État soit admis comme nouveau membre de l'ONU, il faut un vote à la majorité de l'Assemblée générale et un vote à la majorité du Conseil de sécurité sans veto. Donc il y a évidemment un veto américain. La question est réglée. L'État palestinien ne peut pas devenir membre de l'ONU. Après cet échec, l'autorité palestinienne va demander à être admise à l'ONU comme État observateur. Il y a au moins la Suisse qui est un État observateur à l'ONU. La Suisse n'est pas membre de l'ONU. Mais elle a un siège d'État observateur, donc sans droit de vote à l'ONU. Et pour devenir membre observateur, État observateur, il n'y a pas besoin du vote du Conseil de sécurité. Ça peut se décider seulement à l'Assemblée générale, et le vote de l'Assemblée générale, presque tous les États membres ont voté en faveur de l'admission de l'ONU, de la Palestine comme État observateur à l'ONU. Il y a eu quelques abstentions, je ne les ai pas comptées, et il y a eu 9 votes contre les États-Unis, Israël, le Canada et 6 autres qui n'ont pas d'importance. Le Canada non plus, vous me direz, n'a pas d'importance, sauf pour nous. Alors, de nouveau, je trouve cette histoire vraiment désolante, comme était désolant en 2005 le refus d'approuver l'avis de la Cour de justice sur le tracé du mur. Il n'est pas du tout impossible de reconnaître un État dont les frontières ne sont pas connues. C'est le cas d'Israël depuis 1948 et ça reste le cas jusqu'à aujourd'hui. Les frontières de l'État d'Israël ne sont pas officiellement reconnues au plan international. Toute la ville de Jérusalem, pas seulement la ville arabe annexée après 1967, mais même la ville juive qui était en Israël très clairement avant 1967, où se trouve le siège du Parlement, du gouvernement israélien. Tout ça dans le plan de partage de 1947, ça devait être une zone internationale. Les frontières d'Israël restent jusqu'à aujourd'hui des frontières imprécises, indéfinies. On peut quand même reconnaître l'État d'Israël. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont cette caractéristique. Ça a été le cas de la République d'Irlande, par exemple, pendant longtemps, qui ne reconnaissait pas l'Irlande du Nord, et donc qui avait une frontière terrestre là qui n'était pas cessé d'être vraie depuis 1997, mais jusqu'en 1997, l'Irlande était un État qui avait une reconnaissance internationale excellente, tout en ayant des frontières qui sont imprécises. Donc, on pourrait reconnaître un État palestinien, même si les frontières de cet État palestinien ne sont pas connues. Et de nouveau, si ça renforçait un tout petit peu la position des Palestiniens dans une négociation avec les Israéliens, évidemment, ça serait une bonne chose. Ça ne diminuerait pas les chances d'un règlement, ça les augmenterait un peu. Ça serait loin d'être suffisant pour résoudre le conflit, mais ça aiderait un peu à ce que le conflit ait une petite chance supplémentaire de conduire à un règlement. Le fait que presque tous les pays du monde considèrent que l'admission de la Palestine à l'ONU serait une bonne chose et qu'un
petit nombre de pays, évidemment les États-Unis obligés toujours de s'aligner sur la politique israélienne, et le Canada qui aurait pu avoir une politique différente. Beaucoup de pays européens ont voté en faveur de l'admission de la Palestine comme État observateur à l'ONU. Le Canada aurait très bien pu le faire. Je pense que ça aurait été honorable de notre part d'avoir un gouvernement qui ose prendre ce type de décision. Donc pour continuer l'évolution politique très rapidement, des élections ont eu lieu en 2021. Le Likoud reste le plus grand parti dans le Parlement israélien. Le parti travailliste, qui était traditionnellement le deuxième grand, est devenu minuscule. Un homme qui s'appelle Bennett est devenu Premier ministre à la tête d'une coalition réunissant presque tous les autres partis en dehors du Likoud. Ce qui fait que le Likoud est le plus grand parti et c'est l'opposition. Et la majorité est formée d'une coalition qui va de ce monsieur Bennett, qui est un homme qui était plutôt plus nationaliste que Netanyahou, et ça va jusqu'aux travaillistes à gauche, ce qui reste des quelques députés travaillistes qui ont survécu à leur histoire électorale. Vous avez une coalition complètement hétéroclite, là, dirigée par cet homme qui est autant un ultranationaliste que Netanyahou, sinon davantage. Combien de temps ça peut durer, cette coalition tellement bizarre? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas attendre de ce Premier ministre Bennett quoi que ce soit qui soit plus favorable à un règlement pacifique que ce qu'on pouvait attendre de Netanyahou. Pas le départ, la fin du poste de Premier ministre de Netanyahou, c'est même pas certain qu'il ne va pas arriver à revenir. C'est pas très probable. Mais méfions-nous de croire, évitons de croire que Netanyahou est réglé et ne jouera plus le rôle de Premier ministre en Israël. Le seul changement important sur le terrain entre 2006 et aujourd'hui, à part l'augmentation importante du nombre des civils israéliens implantés en Cisjordanie, j'en parlais tout à l'heure, c'est la situation à Gaza. Le Hamas, qui était arrivé en tête aux élections de 2006 et qui avait gagné une majorité très importante des votes à Gaza. La situation à Gaza est toujours pire qu'en Cisjordanie. Je vous l'ai dit ça très souvent. Et donc, la méfiance envers le processus de négociation, l'idée que tout processus de négociation avec les Israéliens est une erreur. Les habitants de Gaza sont plus facilement radicaux que les habitants de la Cisjordanie. Le Hamas a eu beaucoup de votes en Cisjordanie, mais le Fatah a eu plus de votes en Cisjordanie que le Hamas, et le Hamas beaucoup plus de votes à Gaza que le Fatah. Et que les deux partis ont eu des votes dans les deux territoires. En 2007, le gouvernement de coalition qui avait été mis en place en 2006, le gouvernement palestinien de coalition se divise, le Hamas et le Fatah cessent de coopérer et le Hamas prend le contrôle du territoire de Gaza, c'est-à-dire chasse les représentants du Fatah établis sur le territoire. Et à partir de ce moment-là, le territoire de Gaza va devenir la source d'un certain nombre de provocations contre les Israéliens, notamment des missiles artisanaux fabriqués sur place qui sont lancés par-dessus la frontière. Il n'y a pas beaucoup d'habitants israéliens à proximité de Gaza. Il y en a un petit peu, notamment dans une petite ville qui s'appelle Sderot. Pour les habitants de Sderot, ça devient fatigant parce qu'il y a des projectiles en provenance de Gaza qui tombent. On dit des missiles en anglais, donc
nos journaux ont tendance à dire, quand on lance un caillou en anglais, c'est un missile. Hein. Et donc on a tendance à traduire ça comme des missiles. En fait, ce sont des projectiles artisanaux qui sont lancés par-dessus la frontière et qui peuvent avoir une portée de quelques kilomètres. Et donc l'armée israélienne riposte évidemment pour essayer de détruire les endroits à partir desquels on leur lance des projectiles. 3 attaques israéliennes de grande ampleur vont avoir lieu contre Gaza. La première a eu lieu en décembre-janvier 2008-2009. C'est une histoire assez intéressante, je la développe pendant quelques minutes. En juin 2008, il y a eu un accord de cessez-le-feu entre le Hamas, qui contrôle Gaza, et les autorités israéliennes. Ça a été négocié par l'Égypte, qui a un traité de paix avec Israël, qui aimerait bien qu'il n'y ait pas trop de problèmes à Gaza, parce que c'est à la frontière de l'Égypte. Et donc l'Égypte, c'est encore Moubarak, qui est le président égyptien à ce moment-là, il sert d'intermédiaire entre le Hamas et Israël pour fixer un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, il va être violé pour la première fois par les Israéliens qui accusent les Palestiniens de creuser des tunnels pour s'infiltrer en Israël, ce qui est bien possible. Le cessez-le-feu, il va être annulé par le Hamas en décembre 2008, ce qui déclenche un lancer de projectiles par-dessus la frontière entre Gaza et Israël, et une attaque en grand de l'armée israélienne, c'est-à-dire pas seulement des bombardements, mais l'entrée de l'armée de terre israélienne dans le territoire de Gaza. Et pendant cette guerre d'Israël contre Gaza, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, puisque ça a fait 1300 morts palestiniens et 13 israéliens parmi les soldats israéliens. C'est très déséquilibré, c'est une guerre très très inégale, mais c'est un affrontement armé entre des groupes organisés. Pendant cette invasion israélienne de Gaza, il s'est passé un petit incident, mais qui est très révélateur et donc que je développe pendant 3 minutes. On annonce pendant ces opérations qu'un char israélien a tiré contre une école de l'ONU. Il y a des écoles à Gaza qui sont administrées par l'United Nations Relief and Work Administration ou Agency, je ne sais plus qu'est-ce que c'est le A, de UNRWA, qui est une administration de l'ONU qui existe depuis la création de l'État d'Israël pour venir en aide aux réfugiés palestiniens. Plus de la moitié des habitants de Gaza, c'est des réfugiés, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de réfugiés de 1948. Et donc, les écoles qui emploient des Palestiniens, évidemment, sont des écoles de l'ONU. Donc, une école de l'ONU qui a reçu un obus. C'est grave parce que c'est une école, c'est encore plus grave parce que c'est une école de l'ONU. Donc, parmi des journalistes qui sont à proximité de Gaza, qui reçoivent cette information, un certain nombre de gens diffusent cette information, des gens dans le monde se scandalisent, n'est-ce pas, de la brutalité de l'armée israélienne qui tire sur une école. Le porte-parole de l'armée israélienne fait une déclaration en disant que c'est le Hamas qui utilise tout le temps des boucliers humains. Pas si les Israéliens, on a déjà rencontré cette notion quand je vous ai parlé de l'invasion du Liban en 2006, lorsque l'armée israélienne fait des victimes civiles, elle accuse ses adversaires d'utiliser des boucliers humains, des civils comme boucliers humains. Donc c'est le Hamas qui s'était installé dans cette école, mettant en danger l'école et les écoliers, que c'est le Hamas qui a tiré sur le char. Et donc le char était en état de légitime défense et a riposté sur l'endroit à partir duquel on lui tirait dessus. Troisième épisode
troisième étape de ce troisième chapitre de ce récit, on apprend que la première information était fausse, que l'école n'a jamais reçu d'obus, qu'il n'y a pas eu de tank israélien à tirer contre cette école. Alors, c'est très intéressant du point de vue de notre esprit critique envers les propagandes. On apprend, une rumeur circule qu'il y a un obus israélien qui est tombé sur une école. Il y a tout de suite des gens qui montent ça en épingle. C'est bon pour faire de la propagande anti-israélienne. Le porte-parole de l'armée israélienne, il n'a pas du tout besoin de vérifier ce qui s'est passé. Il sait à l'avance qu'est-ce qu'il doit dire quand on annonce qu'il y a eu une bavure de l'armée israélienne. S'il y a une bavure de l'armée israélienne, c'est toujours de la faute des autres. Il faut bien comprendre ce double phénomène. Il ne faut surtout pas croire qu'il y a des gens qui sont des sources fiables, comme ça quand elles réagissent rapidement. Pas le porte-parole de l'armée israélienne qui sait que le Hamas avait tiré sur le char à partir de l'école, alors qu'il ne s'était rien passé ni pour ni contre cette école. Il sait à l'avance qu'est-ce qu'il doit dire quand ce type d'accusation est porté contre l'armée israélienne. Il y aura un cessez-le-feu, donc après 1300 morts palestiniens. Oui, les 13 morts israéliens, ce n'est pas inutile de souligner que 5 d'entre eux ont été victimes de tirs de l'armée israélienne, qui sont des choses qui arrivent tout le temps dans les guerres, où un soldat se retrouve à un endroit où il, sans que ses camarades sachent qu'il est là, et est tué par un tir de sa propre armée. Donc en fait, les Palestiniens, en 2008-2009, les types du Hamas, ils sont arrivés à tuer 8 soldats israéliens lors de l'attaque contre Gaza, qui a tué 1300 Palestiniens. Impossible de savoir lesquels étaient des combattants et lesquels étaient des non-combattants. Ils sont difficilement identifiés dans la forme d'organisation des combattants palestiniens à Gaza. Il y aura de nouveau un cessez-le-feu par l'intermédiaire de l'Égypte. Il y aura une deuxième attaque israélienne contre Gaza en 2014. Cette fois, ça va faire 2000 morts palestiniens et 70 israéliens. Apparemment, le Hamas est mieux armé en 2014 qu'il l'était en 2008. Et enfin, il y a eu une troisième attaque récemment, au cours de l'année 2021. Les élections israéliennes ont eu lieu en mars et le nouveau gouvernement, dirigé par M. Bennett, est entré en fonction le 13 juin. Donc, on est dans cette période-là, où Netanyahou est encore Premier ministre, mais il attend d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Cet affrontement commence le 10 avril par des affrontements à Jérusalem entre des habitants arabes de Jérusalem et des citoyens juifs. Ces affrontements s'étendent ailleurs en Israël, entre Palestiniens israéliens ou citoyens israéliens arabes et citoyens juifs. La cohabitation entre les citoyens arabes et les citoyens juifs en Israël est devenue de plus en plus mauvaise. Nous l'avons déjà vu en 2000 avec l'histoire de Nazareth, et la répression des manifestations d'Israéliens arabes à Nazareth. Le Hamas, par solidarité avec les Palestiniens israéliens, lance des roquettes à partir du 10 mai. Les Israéliens utilisent des antimissiles pour intercepter les roquettes et puis bombardent Gaza. Il y aura un cessez-le-feu le 21 mai. Cette fois, ça aura fait 356 morts palestiniens et 14 morts israéliens. Je veux expliquer en terminant pourquoi la paix est impossible. On sait quelle forme aurait pu avoir la paix entre Israël et les Palestiniens en 1995 ou en 2000.
En 2003, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Des dirigeants israéliens et des dirigeants palestiniens qui n'étaient pas au pouvoir, ni les uns ni les autres. En 2003, c'est Sharon et le Likoud qui sont au pouvoir en Israël, et ce sont des hommes politiques travaillistes qui vont participer à des conversations en Suisse et à Genève, et ils vont rencontrer des dirigeants palestiniens qui ne sont pas non plus au pouvoir dans l'autorité palestinienne et qui sont des hommes qui avaient participé aux négociations à Oslo en 1993 ou des négociations à Camp David sous l'égide de Clinton à l'été 2000. Et il publie donc un accord, ce qu'on appelle l'accord de Genève, qui n'est pas du tout un texte officiel, mais qui décrit, ils ont négocié entre eux pour se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça pourrait être un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Et ça donne le résultat suivant. Il y aurait deux États souverains. Les 20 colonies israéliennes les plus peuplées dans les territoires occupés seraient annexées à Israël, donc avec une modification de frontières et un échange de territoires, et toutes les colonies qui ne peuvent pas être rattachées à Israël en déplaçant les frontières doivent être évacuées. Jérusalem serait partagée et les réfugiés palestiniens de 1948 et leurs descendants obtiendraient une indemnisation, mais renonceraient au droit de revenir en Israël. Alors, cet accord, qui n'a aucune conséquence, il est intéressant parce que, évidemment, c'est ce type d'accord qui pouvait obtenir un accord entre les dirigeants responsables, pas les dirigeants en place. Et dans le cas lorsque je vous ai parlé du traité de paix avec l'Égypte, et ensuite de l'échec des négociations avec la Syrie, je vous ai dit pour qu'il y ait un traité de paix, il fallait que l'Égypte récupère tous les territoires égyptiens et que Israël ait des zones démilitarisées en territoire égyptien pour avoir une garantie de sécurité convenable. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. C'est parce qu'ils se sont mis d'accord là-dessus que ça a marché. Dans le cas des négociations de Barak avec la Syrie en 1999, puisque le Premier ministre israélien ne voulait pas évacuer tout le territoire syrien occupé en 1967, ça ne pouvait pas marcher. De la même façon, un accord de paix entre Israël et les Palestiniens ne peut pas marcher s'il reste des colonies israéliennes en Cisjordanie. Ce qui avait été envisagé à l'été 2000, ça ne peut pas marcher. Partager Jérusalem, je crois que c'est très difficile et que les réfugiés, évidemment, ils ne peuvent pas revenir. Il faut dire qu'ils ont des droits et ces droits peuvent comporter une indemnisation et la négociation de cette indemnisation. Alors, en 2003, il y a plus de 200 000 colons israéliens en Cisjordanie. Je vous ai dit, aujourd'hui, ils sont plus que 440 000. Donc, plus le temps passe, plus l'application d'un accord de ce type-là est plus difficile. Aucun gouvernement israélien depuis 1996, en fait, depuis la mort de Rabin et l'arrivée au pouvoir de Netanyahou, aucun gouvernement israélien n'a envisagé sérieusement d'évacuer un grand nombre de colonies. Ils ont toujours cherché un prétexte pour qu'on fait la paix mais on garde des colonies. Et même pour un gouvernement qui voudrait le faire, la difficulté est de plus en plus énorme avec l'augmentation du nombre des Israéliens qui sont établis dans ces colonies. Une des conséquences de l'augmentation du nombre
des Israéliens qui vivent dans les territoires occupés, c'est l'idée que un État palestinien à côté d'Israël est devenu de plus en plus difficile, et il y a de plus en plus de gens, des deux côtés, en Israël comme parmi les Palestiniens, qui soutiennent qu'il faut faire un État unique. Que sur l'ensemble du territoire contrôlé par Israël, il faut donner la citoyenneté à tous les habitants. Alors, c'est une idée qui est soutenue par de plus en plus de gens depuis au moins une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Certains individus ont soutenu cela depuis beaucoup plus longtemps, soit du côté palestinien, soit du côté israélien. Dès 68-69, il y a eu des gens à dire cela, mais à l'époque, personne ne les écoutait. Alors que l'argument de l'État unique, qui continue bien sûr à ne pas avoir un soutien majoritaire dans aucune des deux populations, israélienne et palestinienne, l'argument de l'État unique est devenu plus important depuis au moins une dizaine d'années. Alors, il est soutenu de bonne foi par beaucoup de gens et il a l'avantage d'être conforme aux valeurs du monde d'aujourd'hui. La société internationale, lorsqu'elle a des problèmes comme la cohabitation des gens en Bosnie-Herzégovine entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques musulmans, la position de la société internationale, c'est de dire vous devez apprendre à vivre ensemble, on ne doit pas, vous ne devez pas vous séparer. L'idée que les humains ne peuvent pas vivre ensemble s'ils n'ont pas la même religion, s'ils n'ont pas la même langue, etc. Ça, c'est une idée inadmissible et que l'idée beaucoup plus honorable, beaucoup plus correcte, c'est de dire les gens doivent apprendre à vivre ensemble. Et donc la position des gens qui disent il faut qu'il y ait un État unique n'est pas du tout une position ridicule. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État unique se heurte à une difficulté qui est, je crois, encore plus grande que le déménagement des colonies dans les territoires occupés. Parce que la grande majorité des Israéliens aujourd'hui, même ceux qui souhaitent un règlement avec les Palestiniens, ils veulent continuer à vivre dans un État juif. Ils ne veulent pas vivre dans un État où la moitié des citoyens ne sont pas des juifs. Ce qui serait la conséquence de l'annexion définitive de tous les territoires, sans essayer d'expulser les habitants arabes, sans leur imposer un statut inférieur et en leur reconnaissant les droits des citoyens, le droit de vote des députés du Parlement israélien, etc. C'est ça que ça veut dire, l'État unique. Et de la part des Palestiniens, beaucoup d'entre eux pensent que l'idée d'un État unique, c'est juste la dernière invention des Israéliens pour s'approprier tous les territoires, annexer tous les territoires, y compris la Cisjordanie et Gaza, et maintenir les Palestiniens dans une situation d'infériorité du point de vue de la citoyenneté. Ce qui fait que je crois que pour l'avenir prévisible, pour les années qui viennent, faire un État unique est encore plus difficile que de faire deux États. Faire deux États est extrêmement difficile parce qu'il faudrait déménager de force un minimum de 250 000 Israéliens. Si on fait une rectification des frontières, si Israël donne du territoire aux Palestiniens, aux endroits où il n'y a presque pas d'habitants, et si on rattache à Israël une partie des colonies en Cisjordanie, il reste 250 000 habitants des colonies qu'il faut déménager de force et qui vont se défendre. Donc la difficulté de faire cela, elle est énorme, mais la difficulté de faire accepter aux Israéliens de traiter tous les Palestiniens comme des concitoyens ou aux Palestiniens d'accepter de devenir citoyens israéliens, je pense que cette difficulté, elle est encore plus grande. Donc, peut-être que les deux États sont devenus impossibles, mais l'État unique ne l'est pas ou ne l'est pas encore, ne l'est pas devenu. La possibilité d'un règlement dépend aujourd'hui principalement
de la politique des Israéliens. C'est la politique des Israéliens depuis, bon, même avant 1993, mais même depuis 1993, la poursuite de l'augmentation des, 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 des civils israéliens dans les territoires occupés, le changement de gouvernement en 1996, l'arrivée du Likoud au pouvoir et le fait que le Likoud, ou cette version adoucie du Likoud qui était Kadima, a toujours été au pouvoir finalement, avec la brève exception de Barak en 1999-2000. La politique israélienne, les décisions du gouvernement israélien, la multiplication des implantations dans les territoires occupés, le siège de Gaza, le type de répression faite contre Gaza, la dégradation de la situation dans les, du conflit, elle est principalement l'œuvre du gouvernement israélien. Mais ce n'est pas ça l'argument principal. Un règlement du conflit dépend principalement du gouvernement israélien parce que c'est lui l'acteur le plus puissant dans cette affaire. C'est pas parce que tout est de la faute des Israéliens. Il y a beaucoup de choses qui est de la faute des autres dans ce conflit. Mais aujourd'hui, l'autorité palestinienne, elle est misérable, elle est divisée, elle est toute petite. Le Hamas à Gaza, pareil, c'est très très peu de choses, même si c'est fatigant, ennuyeux, difficile de s'entendre ou de parler avec eux. Le gouvernement israélien est beaucoup plus fort, c'est lui qui contrôle la situation, c'est lui qui pourrait faire beaucoup de choses pour changer la situation. Il l'a fait un peu dans le passé. Il y a eu des décisions unilatérales des Israéliens qui étaient des bonnes décisions, comme les ponts ouverts sur le Jourdain pour permettre aux Palestiniens de continuer à faire du commerce avec la Jordanie après la guerre de 1967. Personne n'a imposé ça aux Israéliens, ça n'a été négocié avec personne, ils l'ont décidé unilatéralement. Je pense que c'était une bonne décision pour l'époque. L'évacuation du Sud-Liban en 2000, ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt, mais c'était quand même une bonne décision en 2000 de retirer les soldats israéliens du Sud-Liban. L'invasion de 2006, ça, c'était pas du tout une bonne décision. Même l'évacuation des civils de Gaza en 2004, ça n'a pas amélioré grand-chose, mais c'était une bonne décision aussi, une toute petite bonne décision. Les Israéliens pourraient décider le gel du développement des colonies sans négocier ça avec personne. Ils pourraient négocier la fin du blocus de Gaza, ne pas permettre aux marins, aux pêcheurs de Gaza de pêcher en Méditerranée, permettre à des bateaux venant d'autres pays d'accoster à Gaza, de faire du commerce avec Gaza. Ça pourrait améliorer la situation des habitants de Gaza de façon extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites par les Israéliens qui représenteraient des risques, des dangers, mais pas des choses du tout insupportables dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, avant d'accabler le gouvernement israélien, c'est que c'est très difficile pour lui de prendre ce genre de décision à cause du risque de guerre civile. J'y ai fait allusion à plusieurs reprises. Je pense à une déclaration d'un homme qui s'appelle Zev Sternel. Sternel est un universitaire franco-israélien, plus israélien que français, mais qui a travaillé sur la politique française, qui a écrit des livres sur la politique française, qui est un homme que j'ai rencontré plusieurs fois en France avant de devenir canadien, que j'ai rencontré aussi au Canada quand il venait faire des conférences dans les années 1970, je pense. Ce n'est pas récent. Et je me souviens d'avoir entendu à la radio, certainement de Radio-Canada, vers 1990, c'est avant les accords d'Oslo, Sternel, qui était interviewé par un journaliste, et qui expliquait que pour évacuer la Cisjordanie, les Israéliens devront passer par une guerre civile entre eux, qu'il y aura des Israéliens qui s'opposeront par la force
à l'évacuation des colonies, et que ce qu'on peut souhaiter, c'est que le gouvernement israélien l'emporte dans cette guerre civile, qu'il arrive à neutraliser ses opposants violents et que l'évacuation de la Cisjordanie soit possible. Mais il disait, comprenez bien que on ne pourra pas éviter cela. On ne pourra pas éviter une guerre civile entre Israéliens. Ce qui fait que j'ai pas tellement d'estime pour les dirigeants israéliens depuis 20 ans. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses pour aggraver le conflit et rendre plus difficile un règlement. Et je pense que c'est leur but, que leur vrai but, c'est de garder tous ces territoires. Mais il faut bien comprendre qu'un gouvernement israélien qui voudrait vraiment régler, ou qui aurait voulu vraiment régler le conflit, par exemple en 2003, sur le schéma de l'accord de Genève que je vous décrivais tout à l'heure, il se serait heurté à cette difficulté. Et que les électeurs israéliens, ils savent ça. Les électeurs israéliens, même ceux qui n'aiment pas les ultranationalistes qui gouvernent Israël aujourd'hui, ou qui gouvernaient Israël quand c'était Netanyahou ou Sharon qui étaient Premier ministre, même les Israéliens qui ne les aiment pas, même les Israéliens qui se méfient d'eux, ils se rendent compte quelque part que, en essayant de faire une politique différente, les Israéliens prennent un risque très très grave. Que c'est pas facile, ni pour la population, ni pour des dirigeants bien intentionnés. Je crois que le dernier qui a eu une chance de faire ça, c'était Rabin. Le voulait-il vraiment? Je n'en suis pas sûr. Il aurait été le seul qui aurait eu la possibilité de le faire. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a été tué. Mais même, évidemment, la difficulté principale pour lui, c'était déjà ça. Ce n'est pas facile pour un gouvernement de prendre une décision qui a pour conséquence presque certaine de déclencher une guerre civile dans le pays. N'ayons pas d'arrogance envers les Israéliens quand nous disons que ça dépend principalement d'eux et de leur gouvernement, le règlement de ce conflit. Est-ce que le monde extérieur peut aider? Les autres pays ont très peu de capacité d'influence sur le conflit parce qu'ils ont très peu de capacité d'influence sur le gouvernement israélien, qui est le centre de décision principal, qui bloque la situation et qui a éventuellement les moyens de la débloquer, même si c'est très difficile pour lui. Il y a un pays, un gouvernement qui continue à avoir une influence importante sur le gouvernement israélien, c'est celui des États-Unis. Alors, nous avons vu que entre 1957 et aujourd'hui, la capacité de pression du gouvernement américain sur le gouvernement israélien a sans cesse diminué. Et que même si l'aide américaine à Israël devient beaucoup plus importante après 1967 ou après 1973, la capacité de pression du gouvernement américain sur Israël n'augmente pas aussi vite que l'aide américaine à Israël. Alors, il y a à ça deux explications. Une explication, c'est le lobby pro-israélien aux États-Unis. Lobby qui est en partie juif, mais qui n'est pas du tout exclusivement juif. Il y a beaucoup de juifs américains qui ne font pas du tout partie du lobby pro-israélien, et beaucoup de gens qui font partie du lobby pro-israélien sans être juifs. Mais incontestablement, il y a un lobby pro-israélien aux États-Unis qui est capable de faire des pressions très importantes sur les hommes politiques un par un, pas un sénateur qui vote contre une décision en faveur d'Israël, prend un risque pour sa prochaine réélection. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont se mobiliser très efficacement pour le faire battre à la prochaine élection. Pas forcément à l'élection dans la population, mais aux élections primaires. C'est beaucoup plus facile de manipuler des élections primaires
pour un lobby que de manifester des élections générales dans la population. Donc le lobby pro-israélien aux États-Unis, il s'est structuré et organisé depuis 1967 beaucoup plus efficacement qu'avant. Parce que Israël ayant plus besoin de l'aide des États-Unis, je vous ai déjà dit, avant 1967, l'aide américaine à Israël n'était pas très importante. Elle devient très importante après 1967, donc un effort politique a été fait par les dirigeants israéliens et par les gens aux États-Unis qui sont pro-israéliens pour structurer ce lobby, pour rendre ce lobby beaucoup plus efficace. Et je dirais, l'efficacité du lobby a augmenté en même temps que le volume de l'aide des États-Unis envers Israël, et donc au total, la capacité de pression du gouvernement américain sur le gouvernement israélien a diminué. Mais ce n'est pas toute l'explication. Là aussi, il faut bien comprendre quel serait le problème d'un président des États-Unis qui arriverait au pouvoir en étant vraiment décidé à faire des pressions très sérieuses sur Israël, plus un dollar, plus un avion de combat, etc., tant que les Israéliens ne se décident pas à accepter quelque chose qui ressemble à l'accord de Genève, que je vous décrivais tout à l'heure. Imaginons cela. Qu'est-ce qui se passerait? Le gouvernement israélien résisterait. Et le gouvernement israélien serait parfaitement capable de résister pendant 4 ans. Le gouvernement israélien aujourd'hui, il a besoin des livraisons d'armes américaines. Mais des armes, ils en ont tant qu'ils veulent déjà. Ils peuvent très facilement vivre jusqu'à la prochaine élection présidentielle américaine sans recevoir d'armes des États-Unis et sans recevoir d'aide financière. Alors ça serait plus difficile. Ça veut dire que la population en Israël devrait se serrer la ceinture un peu. Mais par patriotisme, elle accepterait. Parce qu'elle trouverait scandaleux que les États-Unis, tout d'un coup, se mettent à faire sur eux des pressions aussi graves. Ce qui fait qu'un président américain qui cherche à faire pression sur le gouvernement israélien pour essayer de régler le conflit, au début, il l'aggrave. Parce que ce gouvernement israélien, je dirais, révolté par les pressions américaines, évidemment, deviendrait plus radical. Leur politique, ça serait de développer encore plus les colonies, etc. Ce qui fait que des pressions américaines ne pourraient être efficaces qu'à condition de durer très longtemps. Et elles auraient du mal à durer plus que 4 ans. Parce que le lobby aux États-Unis rendrait beaucoup plus difficile la réélection de ce président qui essaierait tout d'un coup de faire des pressions sérieuses sur Israël. Et donc, c'est difficile que la politique américaine puisse changer beaucoup. Je ne dis pas ça pour excuser les dirigeants américains. Je pense que les dirigeants américains depuis 1967 ont été beaucoup trop peu efficaces pour éviter que ce conflit se perpétue indéfiniment. Je dirais que, à part Carter, qui a essayé quelque chose de sérieux et qui a réussi un traité de paix entre Israël et l'Égypte, qui est sans aucun doute une bonne chose, qui a essayé l'accord de Camp David et qui n'a pas été capable d'obliger ensuite l'État d'Israël à prendre cet accord au sérieux. Clinton, qui était bien intentionné en 2000, mais qui était tellement en fin de mandat qu'on ne voit pas très bien comment il aurait pu réussir quelque chose. Les présidents américains ont tous été faibles ou irresponsables dans cette situation. Je ne cherche pas à les excuser. Je veux seulement que vous compreniez que c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour un gouvernement israélien de changer de politique. C'est pas facile pour le gouvernement américain de changer de politique face à Israël. La perspective n'existe pas que ça change, ni l'un ni l'autre. Donc, pour l'avenir prévisible, les choses vont continuer comme aujourd'hui. Et ça se terminera peut-être un jour par
la victoire complète des extrémistes israéliens, c'est-à-dire le transfert de la population arabe des Jordanie et de Gaza pour qu'il y en ait le moins possible et que l'annexion des territoires soit définitive. Ça n'est pas très improbable. Ça prendra encore plusieurs dizaines d'années, certainement. La victoire des extrémistes palestiniens, ceux qui veulent que tout le territoire d'Israël d'aujourd'hui redevienne la Palestine. Leur victoire, elle est beaucoup moins probable encore que celle des extrémistes israéliens. Il faudrait soit une guerre interétatique perdue par Israël, et donc ça donne une guerre nucléaire, pas puisqu'Israël a des armes nucléaires, soit une guerre civile entre Israéliens. La possibilité, elle existe, c'est ce que nous disait Sternel vers 1990. Beaucoup d'Israéliens savent ça, que leur problème politique comporte le risque de guerre civile et que d'une certaine façon, la destruction de l'État d'Israël, elle risque aujourd'hui davantage d'être la conséquence de la poursuite de l'occupation dans les territoires palestiniens. Parce que c'est ça qui est devenu le plus dangereux pour Israël et non pas la menace iranienne ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus lointaines. Mais ça ne peut se faire qu'avec une catastrophe complète. Même seulement une guerre civile entre Israéliens, comme les Palestiniens sont complètement mélangés, ça serait une catastrophe pour tout le monde, pour toutes les personnes qui vivent sur ce territoire. Il y a une troisième possibilité, c'est l'État unique dont je vous parlais tout à l'heure. Si cette histoire se finit pas trop mal, ça se finira comme ça. Dans combien de temps? Dans 50 ans? Dans un siècle? Je n'en sais rien. Mais dans suffisamment longtemps pour que la population israélienne et la population palestinienne se persuadent que la situation dans laquelle ils sont est une situation complètement anormale et que la seule solution, c'est que les Israéliens acceptent de traiter les Palestiniens en égaux et de leur donner le droit de vote pour l'élection du Parlement israélien. Je crois que la possibilité que cela se réalise aujourd'hui, elle est nulle, mais à très long terme, il est tout à fait possible que ça se termine de cette façon-là. Je ne serai plus là pour le voir. Si vous êtes là pour le voir, vous vous souviendrez que je vous ai dit que finalement, s'il y a une possibilité de règlement de ce conflit, ça sera seulement à long terme et probablement sous cette forme de l'État unique traitant les Israéliens et les Palestiniens comme concitoyens en égaux à l'intérieur du même État. Je vous remercie de votre attention.